Dans la France du XIXe siècle, au cœur de la région d'Occitanie, s'étendait une vaste propriété viticole nommée Château de Valombre, un domaine aussi ancien que les collines qui l'entouraient et dont les secrets, enfouis sous des couches de silence et de poussière, allaient ressurgir pour hanter les générations futures. Entre l'hiver 1856 et l'automne 1857, 12 personnes y périrent dans des circonstances que personne n'osa jamais élucider, et les autorités locales, corrompues ou apeurées, effacèrent jusqu'aux traces de leurs enquêtes. Les registres paroissiaux eurent falsifiés, les médecins brûlèrent leurs notes, et dans le village voisin de Saint-Romain, on apprit à détourner le regard chaque fois que le nom de Valombre était prononcé. Le domaine appartenait depuis plus d'un siècle à la famille Montreval, noblesse déchue qui avait troqué ses titres contre des hectares de vignes lucratives et dont la fortune reposait sur le travail invisible de dizaines d'ouvriers agricoles, souvent venus de régions pauvres ou de colonies, réduits à une servitude à peine déguisée. Lorsque Éléonore d'Aubrac épousa Henri de Montreval en 1839, elle n'avait que 19 ans et portait en elle la fierté glaciale d'une lignée aristocratique ruinée par les guerres napoléoniennes. Henri, de 15 ans son aîné, cherchait une épouse capable de gérer le domaine et d'assurer une descendance. Elle, un refuge contre la misère et un nom qui puisse encore ouvrir des portes. Ensemble, ils eurent 4 enfants, Lucien, Claire, Antoine et Mathilde, et menèrent pendant près de 2 décennies une existence que les voisins jugeaient exemplaire. Dîners fastueux, messes dominicales, vendanges prospères. Mais, derrière les volets de pierre du château, Éléonore nourrissait des obsessions que personne ne soupçonnait. Elle lisait la nuit entière des traités de médecine allemands et d'étranges ouvrages d'occultisme importés d'Angleterre, rédigeait des carnets remplis de théories sur l'hérédité et la pureté du sang, et faisait venir discrètement, via des pharmaciens de Toulouse, des composés chimiques dont l'usage échappait à la médecine connue. Les travailleurs du domaine, pour la plupart des hommes robustes originaires du Piémont ou d'Afrique du Nord, parlaient à voix basse d'une dame spectrale qui parcourait les rangs de vignes à l'aube, interrogeant chacun sur la santé de ses parents et notant avec précision les traits physiques de leurs enfants. Henri, homme sévère mais sans cruauté excessive, n'avait jamais prêté attention à ces bizarreries. Il passait ses journées à négocier les ventes de vin, ses soirées à fumer dans son bureau et ses dimanches à siéger au conseil municipal de Saint-Romain. Pourtant, à partir de 1855, des fissures apparurent dans leur mariage. Henri refusa de partager la chambre conjugale, prétextant les insomnies causées par la lumière de ses bougies, et son état de santé se dégrada inexplicablement. Il souffrait de douleurs gastriques violentes, de perte d'appétit, et sa peau prit une teinte cireuse que les médecins attribuaient à des troubles hépatiques. Éléonore, dévouée en apparence, préparait elle-même tous ses repas, y ajoutant des tisanes et des décoctions fortifiantes, dont personne ne connaissait la composition. Le 14 février 1856, Henri fut retrouvé mort dans son lit. Le docteur Béraud, notable local, conclut à une fièvre gastrique aiguë, et l'affaire fut classée sans autre examen. Éléonore ne versa pas une larme. Elle organisa les funérailles avec une froide efficacité, rédigea l'avis de décès pour le journal de Toulouse et ordonna que le château soit drapé de noir pour une période de 6 semaines. Ce même soir, elle descendit seule dans une cave scellée depuis des décennies, sous l'ancien chai. Là, elle retira une petite boîte en bois dissimulée derrière un mur de pierre. À l'intérieur, des lettres écrites en allemand, des reçus pour des achats de mercure et d'arsenic et un carnet relié de cuir noir. 3 jours après l'enterrement, elle convoqua 3 hommes au château. Matteo Bianchi, le maître tonnelier, un Italien instruit, capable de lire et d'écrire, Idriss Belkacem, forgeron berbère d'une force impressionnante, et Pierre Lemoine, régisseur et homme de confiance d'Henri. Tous 3 avaient en commun une intelligence et une stature au-dessus de la moyenne, et un détail que nul n'avait jamais remarqué, une marque en forme de croissant sur l'omoplate gauche. Éléonore leur annonça qu'il participerait désormais à un traitement médical d'origine européenne visant à préserver sa santé et l'avenir du domaine.
elle ne leur laissa aucun choix. Le lendemain, à l'aube, elle fit se rendre au bord d'un petit ruisseau qui serpentait derrière les vignes, une source glaciale que les villageois évitaient depuis toujours, convaincus qu'elle portait malheur. Là, sous un brouillard épais, Éléonore se dévêtit, sans jeu d'honte, et ordonna aux hommes d'en faire autant. Ils devaient entrer dans l'eau, former un cercle autour d'elle et garder le silence. Toute désobéissance serait punie d'un renvoi immédiat, ou pire, d'une dénonciation aux autorités, ce qui, pour des travailleurs étrangers sans papier, signifiait la ruine. Elle procéda alors à un rituel étrange. Elle lava leur corps selon une séquence précise, versa sur leur peau des liquides brûlants qui sentaient l'herbe et l'acide, récita des phrases dans une langue inconnue, puis incisa légèrement leurs épaules pour recueillir leur sang sur des linges immaculés. Elle mélangea ce sang à ses préparations chimiques et s'en enduisit le ventre et la poitrine, convaincue que la vitalité de ces hommes allait pénétrer son corps. Ce rituel se répéta chaque matin, et bientôt, Matteo, Idriss et Pierre changèrent. Leur vigueur disparut. Leur regard se vida. Leurs gestes devinrent mécaniques. Les ouvriers commencèrent à chuchoter que la maîtresse volait les âmes, et même les enfants du domaine remarquèrent que Éléonore semblait rajeunir. Son teint s'éclaircissait, son pas se faisait plus léger, et une lueur inquiétante brillait dans ses yeux gris. Lucien, son fils aîné de 16 ans, tenta un matin de la suivre, mais elle l'attendait dans les bois. Elle le saisit par le poignet avec une force inattendue et lui interdit de recommencer, jurant qu'elle détruirait son avenir s'il désobéissait. Cette menace terrifiait le jeune homme, qui choisit de se taire. Mais il commença à observer sa mère en secret. Dans son journal, il écrivit « Elle n'est plus elle-même. Il y a quelque chose de pourri dans son âme. » Pendant ce temps, les symptômes des 3 hommes s'aggravèrent. Matteo oubliait les bases de son métier, Idriss tremblait si fort qu'il ne pouvait plus manier le marteau, et Pierre marchait comme un vieillard. Lorsque le docteur Béraud vint examiner un enfant malade, il remarqua leur état et proposa de les ausculter. Éléonore refusa, prétextant une épidémie bénigne. Mais les rumeurs dépassèrent bientôt les murs du domaine. Un ancien intendant congédié, Armand Desclos, qui nourrissait une rancune contre Éléonore, avait surpris un matin les silhouettes nues au bord du ruisseau et commença à raconter ce qu'il avait vu. Il s'allia avec un avocat ambitieux, maître Fauché, qui voyait dans la folie d'Éléonore l'occasion de s'emparer du domaine pour le compte de créanciers puissants. Ils recrutèrent des témoins, rassemblèrent des preuves et préparèrent un dossier visant à la faire déclarer légalement inapte à gérer Valombre. Mais Éléonore n'était pas aveugle, elle sentit l'étau se resserrer et fit ce que toute femme déterminée ferait dans une société qui ne lui pardonnait ni son intelligence ni sa colère, elle accéléra. Les doses de poison augmentèrent, les rituels se prolongèrent et l'état de ses sujets s'effondra. Matteo s'éteignit dans son sommeil en juillet 1857. Idriss s'effondra dans la forge, incapable de parler, et Pierre, presque catatonique, ne reconnaissait plus son propre nom. Pourtant, Éléonore se sentait invincible. Elle croyait que la mort des hommes prouvait l'efficacité de son procédé, que leur vie s'était transférée en elle. Ce fut son erreur. Car en août, le docteur Béraud, alerté par maître Fauché, revint accompagné de 2 confrères et d'un ordre du tribunal de Toulouse. Éléonore fut contrainte de s'expliquer sous serment. Elle parla longuement de vitalité, de science allemande, d'injustice subie, de trahison conjugale, et son discours incohérent scella son sort. Les médecins la déclarèrent atteinte de délire chronique à composante scientifique, et le tribunal nomma un tuteur pour administrer Valombre. Éléonore fut assignée à résidence dans sa propre chambre, interdite de contact avec l'extérieur. Mais dans le silence des nuits d'automne, les domestiques juraient encore entendre ces murmures derrière la porte close, des prières ou des incantations, et certains prétendaient que le ruisseau s'était assombri, comme s'il se souvenait du sang versé. Alors qu'Éléonore demeurait enfermée dans sa chambre, surveillée jour et nuit par 2 domestiques dévoués aux intérêts du tuteur nommé par le tribunal, le domaine de Valombre chambrait lentement dans une atmosphère lourde et irréale. Les vendanges de l'automne 1857 furent médiocres. Les ouvriers travaillaient dans la peur et les vignes semblaient elles-mêmes flétrir sous le poids du scandale qui s'était abattu sur la propriété. Les habitants de Saint-Romain évitaient de passer devant les grilles du château, et ceux qui devaient le faire faisaient le signe de croix comme pour se protéger d'un mal invisible.
Éléonore, privée de tout contact extérieur, passait ses journées à écrire dans des carnets qu'on lui confisquait régulièrement, à prier à voix basse dans une langue que personne ne reconnaissait, et à fixer longuement par la fenêtre le petit ruisseau où elle avait accompli ses rituels. Lucien, désormais chef de famille malgré ses 17 ans, tentait de sauver ce qu'il pouvait du domaine. Il négociait avec les marchands de vin, renvoya plusieurs ouvriers suspects de parler trop ouvertement, et s'efforça de maintenir une façade de respectabilité pour protéger l'honneur des Montreval. Pourtant, dans l'intimité, il était rongé par une peur sourde. Il avait surpris sa mère plusieurs fois en pleine nuit, debout au centre de sa chambre, les bras levés vers le plafond, murmurant des phrases qu'il croyait tirées des livres occultes qu'elle avait lus. Un soir de décembre, alors que la neige tombait sur les vignes nues, il entendit même sa voix se mêler à une autre, grave et lente, bien que personne ne fût présent avec elle. Au village, les rumeurs prirent de l'ampleur. On disait qu'Éléonore avait pactisé avec des forces obscures, qu'elle parlait aux morts, que son âme s'était détachée de son corps. On racontait aussi que l'eau du ruisseau avait changé. Les animaux refusaient d'y boire, les enfants qui s'en approchaient tombaient malades. Mathéo, Idriss et Pierre furent enterrés sans cérémonie dans un petit cimetière derrière la chapelle. Mais les villageois juraient voir parfois, à l'aube, 3 silhouettes titubantes marcher entre les rangs de vignes avant de disparaître. En février 1858, une nouvelle tragédie frappa Valombre. Claire, la fille de 14 ans, fut retrouvée inconsciente au pied de l'escalier principal. Elle survécut mais resta paralysée d'un côté du corps. Les médecins parlaient d'un accident domestique, mais Lucien soupçonnait autre chose. Il avait surpris sa mère quelques jours plus tôt en train de murmurer le nom de Claire dans ses prières, et il était persuadé qu'Éléonore avait tenté d'appliquer ses théories à sa propre fille. Il décida alors de fouiller la chambre maternelle. Sous une latte du plancher, il découvrit un coffret de fer contenant des fioles étiquetées en allemand, des aiguilles, des scalpels et un cahier dans lequel Éléonore avait noté minutieusement l'évolution de son état physique depuis la mort d'Henri. Elle y écrivait que sa peau était plus ferme, ses douleurs articulaires disparues, sa vue améliorée. « L'essence vitale s'écoule vers moi », lisait-on sur une page tachée d'encre. « Le sang de Mathéo m'a offert la clarté, celui d'Idriss la force, celui de Pierre la mémoire. Mais il m'en faut davantage. » Terrifié, Lucien confia ses découvertes au tuteur, maître Fournier, qui décida de renforcer les mesures. La chambre d'Éléonore fut condamnée de l'extérieur, les fenêtres grillagées, les bougies retirées pour éviter qu'elle ne mette le feu. Pourtant, rien n'arrêtait son influence. Chaque nuit, des bruits sourds résonnaient dans les murs. Certains affirmaient entendre comme des battements de cœur profonds venant des caves, et les ouvriers prétendaient que les barriques de vin se vidaient lentement, sans explication. Le prêtre de Saint-Romain, l'abbé Lemoine, fut appelé pour bénir le domaine, mais il ressortit livide après une seule visite, déclarant que « quelque chose de très ancien et de très mauvais habitait désormais Valombre ». En mai 1858, une nouvelle tragédie frappa Valombre. Claire, la fille de 14 ans, fut retrouvée inconsciente au pied de l'escalier principal. Elle survécut mais resta paralysée d'un côté du corps. Les médecins parlèrent d'un accident domestique, mais Lucien soupçonnait autre chose. Il avait surpris sa mère quelques jours plus tôt, en train de murmurer le nom de Claire dans ses prières, et il était persuadé qu'Éléonore avait tenté d'appliquer ses théories à sa propre fille. Il décida alors de fouiller la chambre maternelle. Sous une latte du plancher, il découvrit un coffret de fer contenant des fioles étiquetées en allemand, des aiguilles, des scalpels et un cahier dans lequel Éléonore avait noté minutieusement l'évolution de son état physique depuis la mort d'Henri. Elle y écrivait que sa peau était plus ferme, ses douleurs articulaires disparues, sa vue améliorée. « L'essence vitale s'écoule vers moi », lisait-on sur une page tachée d'encre. « Le sang de Mathéo m'a offert la clarté, celui d'Idriss la force, celui de Pierre la mémoire. Mais il m'en faut davantage. » Lucien confia ses découvertes au tuteur, maître Fournier, qui décida de renforcer les mesures. La chambre d'Éléonore fut condamnée de l'extérieur, les fenêtres grillagées, les bougies retirées pour éviter qu'elle ne mette le feu. Pourtant, rien n'arrêtait son influence. Chaque nuit, des bruits sourds résonnaient dans les murs. Certains affirmaient entendre comme des battements de cœur profonds venant des caves, et les ouvriers prétendaient que les barriques de vin se vidaient lentement, sans explication. Le prêtre de Saint-Romain, l'abbé Lemoine, fut appelé pour bénir le domaine, mais il ressortit livide après une seule visite, déclarant que « quelque chose de très ancien et de très mauvais habitait désormais Valombre ». En mai 1880, Lucien, épuisé, vendit Valombre à une famille bourgeoise de Bordeaux et s'exila en Algérie pour y commencer une nouvelle vie.
Le château resta vide plusieurs années et la végétation reprit ses droits autour du ruisseau maudit. Mais ceux qui osaient s'y approcher racontaient tous la même chose. Dans la brume matinale, une femme vêtue de blanc apparaissait parfois sur la berge, chantant dans une langue oubliée. Et l'eau, dit-on, semblait bouillonner sous ses pieds comme si elle aspirait quelque chose de vivant. Ce n'était pas la fin de l'histoire d'Éléonore de Montreval. Ce n'était que le commencement d'un mal plus ancien que la raison elle-même. Après la vente du château de Valombre en 1860, la famille Montreval se dispersa aux 4 vents, mais aucun d'eux ne parvint réellement à se libérer de l'ombre que leur mère avait laissée derrière elle. Lucien, installé à Alger dans une tentative désespérée de recommencer à zéro, rêvait chaque nuit du ruisseau maudit et se réveillait en sursaut, persuadé d'entendre des murmures en occitan ancien l'appeler par son nom. Claire, handicapée à vie après sa chute, fut envoyée dans un couvent à Carcassonne, où elle passa ses journées à peindre des scènes de vignes et d'eau. Toujours le même ruisseau, toujours la même silhouette féminine, comme si son esprit cherchait à exorciser ce qu'il avait vu. Antoine et Mathilde, plus jeunes, furent confiés à un oncle à Lyon, mais grandirent dans un silence imposé. On leur interdit de prononcer le nom de leur mère, on brûla leurs souvenirs, et on leur fit croire que Valombre n'avait jamais existé. Pourtant, le destin, ou quelque chose de plus sombre, n'avait pas l'intention d'en rester là. À l'hôpital psychiatrique Sainte-Cécile de Paris, Éléonore poursuivait son œuvre. Elle refusait de manger autre chose que les décoctions qu'elle préparait elle-même, exigeait des bassines d'eau froide pour ses ablutions matinales et demandait régulièrement des échantillons de sang sous prétexte d'analyse médicale. Ses médecins, d'abord méfiants, finirent par lui accorder certaines libertés, intrigués par l'étrange amélioration de son état. L'un d'eux, le docteur Lagrange, continua à l'étudier ses écrits et, fasciné, lui apporta même des ouvrages interdits d'alchimie et de magnétisme animal, convaincu qu'elle détenait une vérité que la science classique refusait de voir. En 1863, un événement étrange se produisit. 3 patients de l'établissement moururent subitement, leur corps extrêmement amaigri, leurs nerfs détruits par une cause inconnue. L'autopsie révéla des traces d'arsenic et de mercure dans leurs tissus, mais aucune preuve ne permit de relier ces décès à Éléonore, bien qu'elle soit la seule pensionnaire à avoir eu des contacts avec eux. Peu après, son état physique s'améliora encore. Ses cheveux retrouvèrent leur éclat noir, sa peau devint lisse comme celle d'une femme de 30 ans, et ses crises de délire diminuèrent. Certains médecins parlaient de rémission miraculeuse, d'autres murmuraient qu'elle s'était nourrie de la vie d'autrui. En 1865, grâce à un rapport favorable du docteur Lagrange, elle obtint une semi-liberté. Elle pouvait se promener dans les jardins de l'hôpital sous surveillance. C'est là qu'un jeune interne, Jules Morel, la vit pour la première fois réciter à voix basse un texte incompréhensible en traçant des cercles dans la terre avec un morceau de métal. Fasciné et effrayé, il commença à la suivre discrètement, notant chaque mot, chaque geste, et en fit un dossier qu'il garda secret. Ce dossier, retrouvé plus tard dans ses affaires personnelles, décrivait une suite de rituels qui semblaient reconstituer ceux de Valombre, adaptés à l'environnement de l'asile. Il notait aussi un détail troublant, des oiseaux morts apparaissaient régulièrement autour du banc où elle s'asseyait, comme si la vie s'en échappait. Pendant ce temps, à Saint-Romain, les nouveaux propriétaires du domaine, la famille Delaunay, riche négociant bordelais, durent faire face à une série de phénomènes étranges. Les vendanges de 1862 furent détruites par une maladie inconnue qui ne toucha que leurs terres. Des ouvriers affirmaient avoir entendu des chants dans les bois à l'aube. D'autres disaient avoir vu une femme nue dans la brume près du ruisseau. Un soir de septembre, le fils aîné des Delaunay disparut alors qu'il traversait les vignes. Son corps fut retrouvé 2 jours plus tard dans l'eau glaciale, les bras en croix et une incision en forme de croissant sur l'épaule gauche. L'affaire fut étouffée par les autorités, mais les rumeurs se propagèrent rapidement, liant le drame à l'histoire maudite de l'ancienne propriétaire. En 1867, Mathilde, désormais âgée de 20 ans, reçut une lettre anonyme contenant un extrait du journal d'Éléonore, volé à l'hôpital. « Le sang appelle le sang. Les lignées se rejoindront à nouveau là où tout a commencé. » Terrifiée, elle partit pour Paris et supplia les médecins de la garder enfermée à vie. Mais elle arriva trop tard. Éléonore s'était échappée. Une nuit d'octobre, elle profita d'un incendie déclenché par un autre patient pour franchir les murs de l'établissement. On la vit pour la dernière fois marchant pieds nus sur une route vers le sud.
3 semaines plus tard, des habitants de Saint-Romain jurèrent avoir aperçu une femme aux cheveux noirs errant près des vignes de Valombre. Peu après, les animaux commencèrent à mourir sans raison, des enfants tombèrent malades après s'être baignés dans le ruisseau, et une odeur métallique envahit l'air. En janvier 1868, un berger découvrit un cercle parfait gravé dans le sol au milieu d'un champ gelé, entouré de symboles inconnus, et au centre, 3 bougies noires encore chaudes. On n'entendit plus jamais parler officiellement d'Éléonore de Montreval. Mais les villageois commencèrent à parler d'elle, une présence invisible qui hantait la vallée. Certains disaient l'avoir vue sous les vignes, d'autres prétendaient que son visage apparaissait dans l'eau. Même des décennies plus tard, les vieillards de Saint-Romain racontaient que certaines nuits, si l'on écoutait bien, on pouvait encore entendre un chant ancien porté par le vent, un chant qui parlait de sang, d'échange et de retour. Pour Lucien, réfugié en Algérie, les cauchemars ne cessèrent jamais. Dans ses lettres à Claire, il écrivait que quelque chose appelait notre famille vers Valombre, comme si le passé refusait de mourir. En 1869, il prit la décision qu'il avait juré d'éviter. Il rentrerait en France pour affronter ce qui restait de leur mère et mettre un terme définitif à la malédiction. Mais il n'ignorait encore que son retour à Saint-Romain ne serait pas une fin, mais un commencement. Lorsque Lucien remit le pied sur le sol français à l'été 1869, il fut immédiatement saisi d'une impression d'étrangeté, comme si le pays qu'il avait quitté près de 10 ans plus tôt s'était transformé en une terre étrangère. Les forêts semblaient plus sombres, les villages plus silencieux, et même l'air avait une lourdeur qui lui rappelait les nuits moites de son enfance à Valombre. Il voyagea d'abord incognito, sous un nom d'emprunt, craignant que le retour du fils d'Éléonore de Montreval ne suscite trop d'attention. Il loua une petite chambre dans une auberge à Saint-Romain et passa ses premiers jours à observer, à écouter les rumeurs qui circulaient encore dans les cafés et sur les marchés. Les habitants parlaient d'apparitions nocturnes dans les vignes, de bétail retrouvé vidé de son sang, et d'une voix féminine qui chantait près du ruisseau lors des nuits sans lune. Certains affirmaient que les Delaunay songeaient à vendre la propriété, tant les événements étranges nuisaient à leurs affaires. Lucien se rendit un soir jusqu'aux grilles de Valombre. Il y resta des heures, immobile, regardant les fenêtres obscures du château qui avait été son foyer. Tout semblait inchangé, et pourtant il sentait au plus profond de lui que quelque chose d'inhumain avait élu domicile là-bas. 2 nuits plus tard, il décida d'entrer. Sous un ciel d'encre, il escalada les grilles rouillées et se glissa à travers les rangs de vignes abandonnées. Plus il avançait, plus l'air se faisait glacial, bien que ce fût encore l'été. Lorsqu'il atteignit le ruisseau, il s'arrêta net. Quelqu'un avait tracé un cercle complexe sur la berge, composé de symboles alchimiques mêlés à des signes celtiques anciens. Au centre, 3 pierres noircies entouraient un récipient d'argile rempli d'un liquide sombre et coagulé. Il sut aussitôt que sa mère était revenue. Lucien fit appel à l'aide de l'abbé Lemoine, toujours curé de Saint-Romain malgré son âge avancé, et lui confia ce qu'il avait vu. L'abbé, d'abord sceptique, accepta de venir prier sur les lieux, mais lorsqu'il aperçut les symboles, il devint livide. Certains étaient utilisés dans des rites interdits visant à lier une âme humaine à un lieu précis. « Elle ne veut pas partir », murmura-t-il. « Elle veut rester ici pour l'éternité. » Convaincu que sa mère vivait encore quelque part dans les environs, Lucien entreprit de la retrouver. Pendant des semaines, il parcourut les bois, les ruines, les grottes, interrogeant les habitants les plus âgés. Ce fut un ancien vigneron, Léandre Méricourt, qui lui donna la première piste. Une femme correspondant à la description d'Éléonore avait été aperçue vivant dans une cabane abandonnée au nord du domaine, près des carrières de pierre. Lucien s'y rendit seul un soir d'octobre et trouva la cabane vide, mais remplie d'objets étranges, des bocaux contenant des organes d'animaux, des herbes séchées et un carnet rédigé dans l'écriture élégante et glaciale de sa mère. Dans ce journal, elle décrivait un projet qu'elle appelait l'union, un rituel destiné à fusionner sa propre essence vitale avec celle de ses descendants afin de purifier la lignée et d'échapper à la mort. Lucien comprit alors avec horreur qu'il n'était pas revenu pour arrêter sa mère, mais pour devenir une partie de son plan.
Les semaines suivantes furent marquées par une série d'incidents qui plongèrent Saint-Romain dans la panique. Un berger disparut, laissant derrière lui une mare de sang près du ruisseau. Une jeune fille fut retrouvée inconsciente dans les vignes, le dos marqué d'un symbole identique à ceux du cercle rituel. Même l'abbé Lemoine tomba gravement malade après avoir béni l'eau du ruisseau. Il délirait en disant que quelque chose essayait d'entrer dans son esprit. Convaincu que le temps pressait, Lucien demanda l'aide de Claire, toujours récluse dans son couvent. Elle refusa d'abord, effrayée à l'idée de revoir leur mère, mais finit par céder en apprenant que des enfants étaient désormais visés. Ensemble, ils mirent au premier plan, attirer Éléonore au ruisseau et détruire le cercle rituel en le profanant avec du sel, de l'eau bénite et du fer, 3 éléments censés briser les liens occultes selon les écrits médiévaux que Claire avait étudiés. Dans la nuit du 2 novembre 1869, ils mirent leur plan à exécution. La lune n'était pas absente et une brume épaisse s'accrochait aux vignes. Lucien portait une croix de fer autour du cou, Claire tenait un seau d'eau bénite et tous deux récitaient des prières alors qu'ils s'approchaient du ruisseau. Mais ils ne furent pas seuls longtemps. Une silhouette se détacha de l'obscurité. Mince, droite, vêtue d'une robe blanche qui paraissait flotter dans l'air humide. C'était elle, Éléonore. Elle semblait plus jeune que dans leurs souvenirs, presque de l'âge de Claire, et ses yeux brillaient d'une lumière argentée. « Je vous attendais », dit-elle d'une voix calme. « Le sang nous lie, et il est temps de l'accomplissement. » Elle s'avança vers eux, et chaque pas faisait vibrer la terre sous leurs pieds. Lucien tenta de détruire le cercle, mais ses jambes refusèrent de bouger, comme si une force invisible les clouait au sort. Claire essaya de lever le seau, mais ses bras tremblaient de façon incontrôlable. Éléonore étendit les bras et commença à chanter dans la langue oubliée qu'ils avaient entendue dans leur enfance. L'eau du ruisseau se mit à bouillonner. Le vent se leva et une lumière écarlate jaillit du cercle. Lucien sentit alors une chaleur monter dans sa poitrine, suivie d'une douleur insupportable. Il comprit que sa mère tentait de l'absorber. Dans un ultime effort, il prononça à haute voix le nom de baptême d'Éléonore, celui que seul leur père utilisait. « Éléonore Marie !» Le chant s'interrompit brusquement. Pendant 1 seconde, la femme sembla vaciller, et cette brève hésitation suffit à Claire de renverser l'eau bénite sur le cercle. Une explosion de lumière blanche les projeta tous les 3 au sol. Lorsque Lucien rouvrit les yeux, Éléonore avait disparu. Le cercle était détruit, le ruisseau redevenu calme. Mais quelque chose ne clochait. Il sentait encore sa présence, comme une ombre collée à son âme. Les jours suivants confirmèrent leurs craintes. Il faisait des rêves où il voyait à travers les yeux de sa mère. Il connaissait des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Claire elle-même avoua ressentir une étrange énergie en elle, comme si une partie d'Éléonore vivait désormais en eux. Ils n'avaient pas vaincu leur mère. Ils l'avaient libérée d'une forme pour lui en offrir de nouvelles. Et dans le fond d'eux, ils savaient que la bataille ne faisait que commencer. Les mois qui suivirent l'affrontement au ruisseau furent pour Lucien et Claire un cauchemar éveillé dont ils ne purent se libérer. Chaque matin, ils se réveillaient avec des souvenirs qui ne leur appartenaient pas. Claire rêvait de la jeunesse d'Éléonore à Paris. Lucien revivait des fragments de conversations intimes entre ses parents qu'il n'avait jamais entendus. Parfois, il se surprenait à parler dans la langue ancienne que leur mère utilisait dans ses rituels sans savoir comment il la connaissait. Leur santé changea également. Claire retrouva une agilité partielle dans son bras paralysé, tandis que Lucien remarqua que ses blessures guérissaient plus vite qu'avant. Mais ces dons s'accompagnaient d'effets inquiétants. Lucien sombrait parfois dans des accès de colère incontrôlables qui n'étaient pas les siens. Claire, elle, s'isolait de plus en plus, persuadée d'entendre une voix qui l'appelait depuis les profondeurs de la terre. En février 1870, un événement troubla encore davantage leur existence. Une série de lettres mystérieuses parvint à Lucien, toutes signées d'un simple « E », rédigées dans un style qui ne laissait aucun doute sur leur provenance. « Tu m'as ouvert la porte », disait la première, « et à travers vous, je vois ce que je n'ai jamais pu atteindre. » Ces messages, de plus en plus fréquents, semblaient prouver qu'Éléonore n'était pas morte et qu'elle utilisait le lien créé lors du rituel pour communiquer à distance. Plus inquiétant encore, certaines lettres faisaient allusion à un second cercle et à une conjonction finale qui devait s'accomplir lorsque le sang reviendrait à la source. Lucien tenta de les ignorer, mais Claire s'obséda sur leur signification. Elle était convaincue que leur mère préparait un nouveau rituel plus puissant qui pourrait lui permettre de se réincarner pleinement. En avril,
Une rumeur parvint à leurs oreilles. Des ouvriers avaient abandonné Valombre après avoir vu, de nuit, des silhouettes vêtues de blanc marcher dans les vignes, portant des lampes et chantant d'anciennes litanies. Décidés à mettre un terme à cette folie, Lucien et Claire retournèrent sur le domaine. Ce qu'ils y trouvèrent dépassait leurs pires craintes. Les Delaunay avaient fui, laissant derrière eux une propriété en ruine. Les caves étaient jonchées de symboles gravés dans la pierre et des cercles rituels apparaissaient jusque dans les greniers. Mais surtout, un groupe d'hommes et de femmes semblait s'être installé sur place. Une sorte de secte menée par une femme aux cheveux noirs qui répondait au nom de Mère Eléa. Les villageois racontaient qu'elle guérissait les malades par le toucher, qu'elle rendait la fertilité aux terres stériles et qu'elle prêchait une doctrine étrange sur l'union des lignées et la conquête de la mort. Lucia comprit tout de suite que Mère Eléa n'était autre que sa mère, ou plutôt ce qu'elle était devenue, une figure quasi religieuse autour de laquelle gravitaient des dizaines de fidèles. Il décida de s'introduire dans le château de nuit pour l'affronter. Avec Claire, il parvint à pénétrer dans l'ancienne chambre d'Éléonore, désormais transformée en sanctuaire, où trônait un autel recouvert de tissus rouges et d'objets alchimiques. Au centre, un livre ouvert portait un titre terrifiant, « Liber Sanguinis Ultimae ». Le texte, rédigé en latin et en grec, décrivait un rituel final. Lorsque le sang du porteur et celui de la matrice se rejoindront sous la lumière de l'éclipse, le cercle sera complet et la chair redeviendra éternelle. À ce moment-là, Éléonore entra. Elle ne manifesta ni surprise ni colère, mais un calme glaçant. « Vous êtes venu comme je l'avais prévu, dit-elle. Sans vous, rien n'est possible. Vous êtes les clés. » Lucien tente de la convaincre d'abandonner, d'oublier cette folie, mais elle rit doucement. Ce que vous appelez folie est la seule vérité que ce monde refuse d'admettre. Nous sommes les architectes de notre propre nature. Elle leur révéla alors la vérité qu'elle avait cachée toutes ces années. Leur père, Henri, avait aussi pratiqué des expériences interdites, non pas pour voler la vie, mais pour prolonger la sienne. Et ses manipulations sur la lignée Montreval remontaient à des générations. Elle n'était pas la première, seulement celle qui avait poussé les recherches plus loin. Vous croyez que j'ai perdu mon humanité, mais c'est vous qui vivez dans l'ombre de la mort. Moi, je l'ai vaincue. Puis elle proposa à ses enfants un choix. Participer volontairement au rituel, fusionner leurs essences et devenir immortels, ou s'y opposer et être détruits dans le processus. Claire, terrifiée, recula, mais Lucien resta immobile. Une part de lui, celle qui portait désormais l'empreinte de sa mère, était fascinée par l'idée. Était-ce vraiment de la folie? Ou bien l'annexe stable de l'évolution humaine? Avant qu'il puisse répondre, la secte fit irruption dans la pièce. Encerclant la pièce, Éléonore tendit ses mains vers ses enfants et une lumière rougeâtre s'éleva autour d'eux. Lucien sentit ses pensées se dissoudre, remplacées par celles d'un esprit plus vaste, plus ancien. Il lutta de toutes ses forces, criant le nom de son père, puis celui de Claire, puis finalement le sien, et la lumière vacilla. Dans le chaos qui suivit, Claire saisit une fiole d'acide posée sur l'autel et la jeta sur le livre rituel. Les pages s'embrasèrent immédiatement, projetant des flammes bleues qui dévorèrent Montel et firent fuir les adeptes en hurlant. Éléonore hurla de rage, sa silhouette vacillant comme une flamme sur le point de s'éteindre. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis déjà en vous !» Puis elle disparut dans un tourbillon d'air, laissant derrière elle une odeur de métal et de rose fanée. Le château prit feu cette nuit-là, et les flammes éclairèrent la vallée pendant des heures. Lorsque les autorités arrivèrent à l'aube, elles ne trouvèrent aucun corps, seulement des cendres, des symboles gravés dans la pierre, et une eau rougeâtre coulant dans le ruisseau. Lucien et Claire s'échappèrent de justesse et jurèrent de ne jamais revenir. Mais lorsqu'ils quittèrent Saint-Romain, Claire se tourna vers son frère et prononça des mots qui allaient les hanter pour le reste de leur vie. Elle n'a pas disparu. Elle attend. Et quand l'éclipse viendra, elle reviendra. Les années qui suivirent l'incendie de Valombre furent pour Lucien et Claire une fuite sans fin, une errance à travers la France et l'Europe dans l'espoir vain d'échapper à l'ombre qui continuait de les suivre. Ils changèrent de nom, s'installèrent d'abord à Marseille, puis à Gênes, puis à Vienne, mais partout où ils allaient, des signes réapparaissaient.
des croissants gravés sur des portes, des murmures dans la nuit prononçant leurs noms, des rêves dans lesquels Éléonore les appelait depuis un lieu qu'ils ne pouvaient voir. Claire, plus fragile, sombra dans une mélancolie profonde. Elle passait des heures à dessiner des cercles et des symboles qu'elle ne comprenait pas, puis les brûlait en larmes. Lucien, de son côté, tenta de se reconstruire une vie. Il se maria en 1873 avec la fille d'un négociant autrichien, eut 2 enfants et devint professeur d'histoire naturelle à l'université de Graz. Mais même là, dans la routine tranquille de la vie bourgeoise, le passé continuait de frapper à sa porte. Son fils aîné, Adrien, naquit avec une marque en forme de croissant sur l'omoplate gauche, identique à celle des victimes des rituels d'Éléonore. Et à l'âge de 8 ans, l'enfant commença à parler dans la langue oubliée que seule leur mère utilisait. Lucien tenta d'ignorer les signes, mais en 1877, un événement le força à affronter la vérité. Une éclipse totale de soleil, visible dans toute l'Europe, approchait et plusieurs sociétés occultes publiaient des manifestes parlant d'un renouveau du sang et de l'avènement d'un être transcendant né d'une lignée ancienne. Parmi les symboles utilisés figurait un croissant semblable à celui qui hantait sa famille depuis des générations. Claire, qu'il n'avait pas revu depuis 5 ans, lui écrivit alors une lettre désespérée. « Elle n'a jamais disparu, elle se prépare, et nous avons moins d'1 an. » Lucien décida de retourner en France, malgré les promesses qu'il s'était faites. En 1878, il retrouva sa sœur à Paris, méconnaissable, vieillie prématurément, mais plus lucide que jamais. Elle avait consacré les dernières années à enquêter sur les traces de leur mère, et avait découvert que la secte dissoute à Valouban s'était reformée sous un autre nom, la Confrérie du sang originel, opérant secrètement dans plusieurs villes européennes. Son objectif ? Réaliser le rituel inachevé lors de l'éclipse à venir. Elle avait même trouvé des preuves suggérant qu'Éléonore n'était plus tout à fait humaine, qu'elle se manifestait désormais comme une conscience diffuse, capable d'habiter les esprits affaiblis ou les corps compatibles avec sa lignée, et l'un de ces corps, craignait-elle, était celui du jeune Adrien. Lucien refusa d'abord d'y croire, mais ses doutes s'effondrèrent lorsqu'il surprit son fils en pleine nuit dessinant un cercle complexe au sol, récitant des phrases latines que seul un initié aurait pu connaître. Le choix était cruel, fuir encore ou affronter enfin ce que leur mère était devenue. Ils choisirent de se battre. Ensemble, avec l'aide d'un ancien moine bénédictin, spécialiste des hérésies médiévales, ils mirent au point un plan désespéré. Retrouver le lieu d'origine des rituels, le ruisseau de Valombre, et y mener un contre-rituel destiné à rompre le lien entre leur lignée et Éléonore. Pour cela, il leur fallait réunir 3 éléments, le sang des descendants directs, l'eau de la source originelle, et un manuscrit rare contenant un exorcisme oublié datant du XIIIe siècle. Pendant des mois, ils cherchèrent ces pièces, affrontant les agents de la confrérie, survivant à des tentatives d'assassinat ou à des accidents suspects. Enfin, en juillet 1878, à la veille de l'éclipse, tout fut prêt. Sous un ciel d'orage, ils retournèrent à Saint-Romain pour la première fois depuis l'incendie. Le domaine de Valombre n'était plus qu'un amas de ruines envahi par la végétation, mais le ruisseau coulait toujours, immuable, glacé et silencieux. C'est là, à l'endroit précis où tout avait commencé 22 ans plus tôt, qu'ils installèrent leur cercle. Adrien, somnambule, marchait comme s'il était guidé par une force invisible, prononçant le nom de sa grand-mère dans son sommeil. Lorsque l'éclipse commença et que l'obscurité s'abattit sur la vallée, un vent violent se leva et une voix résonna non pas dans l'air, mais dans leurs esprits. « Vous ne pouvez pas me bannir, je suis votre chair, votre sang, votre mémoire. » Une silhouette translucide apparut au-dessus du ruisseau, le visage d'Éléonore, jeune et lumineux, mais ses yeux étaient d'un noir abyssal. Lucien, tenant Adrien par la main, entonna les paroles de l'exorcisme pendant que Claire versait l'eau sacrée dans le courant. La silhouette hurla, et l'eau se mit à bouillir. Adrien s'effondra en criant, son corps secoué de convulsions. Une à une, les pierres gravées autour du cercle éclatèrent, projetant des éclats lumineux dans tous les sens. La voix d'Éléonore se fit suppliante, puis furieuse, puis désespérée. « Si vous brisez ce lien, vous me tuerez, et vous vous tuerez vous-même. » Mais Lucien continua à réciter, les larmes aux yeux, jusqu'à la dernière syllabe. Puis tout a cessé. Le vent tomba, l'eau redevint claire, et le silence s'abattit sur la vallée. Adrien ouvrit les yeux, ses pupilles redevinrent humaines. La marque sur son épaule avait disparu. Éléonore, pour la première fois depuis 20 ans, n'était plus. Elle n'était ni bannie, ni détruite, mais dissoute, son essence dispersée dans la terre, dans l'eau, dans l'air, incapable de reprendre forme. Le lien avait été rompu. Lucien tomba à genoux,
épuisée mais libre. Claire s'agenouilla à ses côtés, serrant la main de son neveu. « C'est fini », murmura-t-elle, « elle ne reviendra plus. » Et pourtant, alors que l'éclipse se terminait et que la lumière revenait petit à petit, Lucien ne put s'empêcher de penser à une dernière phrase du journal de leur mère, gravée dans sa mémoire. « Le sang appelle toujours le sang. Même si la forme disparaît, l'essence demeure. » Il ne savait pas s'il devait la craindre ou l'espérer. Mais une chose était certaine. L'histoire d'Éléonore de Montreval n'était plus seulement celle d'une femme devenue folle de douleur et d'orgueil. Elle était devenue une parabole sur le pouvoir, la science, la vengeance et l'amour déformé, une leçon que les générations futures devraient retenir. Car même dissoute dans le vent, il est des ombres que ni le temps ni la mort ne peuvent tout à fait effacer. Et parfois, quand les nuits sont longues et que la brume se lève sur le ruisseau oublié de Valombre, certains affirment entendre une voix féminine chanter doucement, comme un écho venu d'un autre âge, rappelant que certaines histoires ne se terminent jamais.